Giovanni Battista Ramuzio, l'un des plus grands géographes d'Italie de tous les temps, a visité le Maroc entre 1509 et 1510, où il a observé avec précision les régions, les traditions, la cuisine, l'architecture, Oside. Ce voyage, ainsi que de nombreux autres récits d'exploration, a été consigné dans son œuvre monumentale Navigation et voyage, publiée en 1550. Dans cette émission, nous allons surtout récupérer les extraits qui parlent de Marrakech. Ayant dans la première partie de mon ouvrage décrit en général les royaumes, les cités, les frontières, les extensions, les biens et les choses qui, parmi les Africains, sont dignes de mémoire dans les arts qu'ils pratiquent, je vais maintenant fournir des informations particulières sur diverses provinces, cités, montagnes, édifices, dialectes et coutumes, sans omettre aucun détail essentiel. Je commencerai donc par les parties occidentales, puis poursuivrai vers l'est, en explorant chaque région en profondeur, en tentant de raisonner sur ce que j'ai vu en personne ou appris à travers des voyages et des témoignages. Tout cela, avec l'aide de la divine bonté, sans laquelle rien de grand ne peut être accompli. Mon objectif est d'énumérer les peuples, leurs différences, leurs richesses, leurs modes de vie, leurs vertus, qui se trouvent en toute l'Afrique. Le Maroc est un pays au relief varié, alternant montagnes, vallées, plateaux et forêts. Cette population ne suit pas une seule et unique tradition. Ils fabriquent des tissus avec du lin, du chanvre et du coton. Les femmes sont habillées différemment de celles d'Italie et d'Espagne, avec des vêtements plus amples et plus colorés. Elles portent souvent des bijoux et des ornements sur la tête et les bras. Quant aux hommes, ils portent souvent des tuniques longues avec des ceintures larges. Et beaucoup vont toujours armés de poignards ou de lances. Ils sont connus pour être des guerriers redoutables et pour leur habileté dans le maniement des armes. Ils respectent les valeurs comme l'honneur et la loyauté envers leur tribu. Mais revenons maintenant à la description de la ville de Marrakech qui possède une grande citadelle, aussi vaste qu'une cité. Ses murs sont extrêmement épais et solides avec de magnifiques portes en pierre de Tibur dont les battants sont entièrement revêtus de fer. Au centre de cette forteresse se trouve un splendide édifice, surmonté d'une tour majestueuse. À son sommet, une lance de fer porte 3 pommes d'or, pesant au total 130 000 ducats. La plus grande se trouve en bas, la plus petite en haut. Nous avons lu dans les chroniques que la femme d'Al-Mansour, après que son mari eut fait construire cet édifice, voulut y laisser un souvenir personnel parmi les ornements. Elle y fit placer 3 boules d'or, façonnées à partir des bijoux, et trésors que le roi lui avait donnés lors de son mariage. Ces boules, comme nous l'avons mentionné, ornent le sommet de la tour. Dans cette citadelle se trouve également un noble collège, un lieu dédié aux études et au refuge de divers érudits. Il comprend 30 chambres et une grande salle où se donnaient jadis les cours. Chaque étudiant bénéficiait d'un entretien et recevait des vêtements 1 fois par an. Les professeurs y étaient rémunérés selon l'importance de leur enseignement. Nul ne pouvait y être admis s'il n'avait pas acquis une solide formation dans les principes des sciences. Le lieu est décoré de magnifiques mosaïques. Là où il n'y en a pas, les murs sont revêtus de carreaux vernissés en terre cuite, taillés en fines feuilles. Ces ornements sont particulièrement visibles dans la salle de cours et sous les portiques couverts. Le sol est entièrement pavé de carreaux vernissés appelés zélige, comme on en trouve encore en Espagne. Au centre du bâtiment se trouve une splendide fontaine en marbre blanc. Lorsque j'étais à Marrakech, j'ai fréquenté un juge, fort riche en vérité, et bon connaisseur des histoires africaines. Dans ladite forteresse, il y a encore 11 ou 12 palais, très bien construits et ornés, édifiés par Al-Mansour. Dans le premier que l'on rencontre, se trouve la garde de certains arbalétriers chrétiens, qui étaient habituellement 500 et qui avaient coutume de marcher toujours devant le Seigneur lorsqu'il se déplaçait d'un lieu à l'autre. Dans le palais adjacent à celui-ci logeaient les archers à l'arc, et un peu plus loin se trouvait l'auberge des chanceliers et secrétaires, appelée dans leur langue la maison des affaires. Le 3e palais est appelé Palais de la Victoire, où étaient conservées les armes et les munitions de la ville. Un autre, un peu plus loin, était la résidence du maître d'écurie du Seigneur. À proximité se trouvent 3 écuries voûtées, chacune pouvant loger confortablement 200 chevaux. Il y avait aussi 2 autres écuries, l'une pour les mules, pouvant en contenir 100, et l'autre pour les chevaux et les mules montés par le roi. À côté de ces écuries se trouvaient 2 greniers également voûtés
et divisé en 2 étages. Celui du bas servait à stocker la paille, et celui du haut, l'orge destinée aux chevaux. Dans l'autre grenier, on entreposait le blé, dont la capacité atteignait 30 000 charges dans chaque étage. Plus loin, il y avait un magnifique palais qui servait d'école pour les enfants du roi et les membres de sa famille. Ce palais possédait une splendide salle carrée, entourée de galeries avec de superbes fenêtres en verre de différentes couleurs. Autour d'elle se dressaient des armoires sculptées et dorées, peintes avec un bleu intense et de l'or fin. Un autre palais servait de résidence pour la garde armée. Un autre, très vaste, était destiné aux audiences générales du Seigneur. Encore un autre servait à accueillir les ambassadeurs lorsqu'ils consultaient les secrétaires royaux. Un autre était réservé aux épouses du roi, aux dames de la cour et aux servantes. Près de celui-ci se trouvait un bâtiment divisé en plusieurs parties pour loger les fils du souverain, ceux qui étaient déjà en âge de résider séparément. Plus à l'écart, vers le mur de la forteresse donnant sur la campagne, s'étendait un magnifique et immense jardin, rempli d'arbres et de fleurs de toutes sortes. Il abritait un pavillon de marbre carré et profond de 7 palmes. En son centre se dressait une colonne soutenant un lion en marbre sculpté avec une grande maîtrise, dont la bouche laissait jaillir une eau claire et abondante se déversant dans la loggia. Aux 4 coins de cette dernière se tenaient des léopards en marbre blanc avec des taches vertes et rondes, naturellement incrustées dans la pierre. Ce type de marbre ne se trouvait nulle part ailleurs, sauf sur une montagne de l'Atlas, à 150 milles de Marrakech. Près du jardin, il y avait une ménagerie où étaient enfermés de nombreux animaux sauvages, tels que des girafes, des éléphants, des lions, des cerfs et des gazelles. Les lions avaient un enclos séparé des autres bêtes, et cet endroit est encore aujourd'hui appelé la salle des lions. Les quelques vestiges qui subsistent aujourd'hui dans cette ville témoignent de l'opulence et de la grandeur qui y régnait du temps d'Al-Mansour. Al-Mansour fut un grand prince. Il régna de Marrakech jusqu'à Tripoli. Il fallait alors 90 jours pour parcourir son empire en longueur et 15 en largeur. Il dominait aussi en Europe toute la partie d'Espagne appelée Grenade, depuis Tarifa jusqu'à la province d'Aragon, ainsi qu'une grande partie de Castille et une portion du Portugal. Giovanni Battista Ramusio est né en 1485 et décédé en 1557. J'attends vos commentaires et à la prochaine.